qu'on en avait après la leur. Peu après Noël de 1890, des Sioux Oquadjou, conduits par Bigfoot, leur chef, quittent la réserve de Cheyenne River dans le Dakota du Sud pour aller rencontrer Red Cloud, chef des Oglala, à Pine Ridge. Bigfoot est accompagné de 106 hommes et 252 femmes et enfants. Parmi ceux-ci, un jeune garçon, Dewey Beard, racontera plus tard ce qui s'est passé à ses enfants et petits-enfants. Comme grand-père, Dewey Beard était le dernier survivant. J'écoutais ce qu'il racontait. C'était triste et en même temps merveilleux, parce que ça faisait revivre l'histoire. Pour lui, si les soldats, si le gouvernement les avait laissés tranquilles, les Indiens auraient fini par regarder autour d'eux, auraient vu le monde changer, et le changement serait venu de l'intérieur des tribus. Bigfoot et les siens sont interceptés par le 7e de cavalerie. L'officier commandant trouve celui-ci emmitouflé dans des couvertures, se mourant de pneumonie au fond d'un chariot. On lui ordonne de camper au bord de Wounded Knee Creek. Le matin, ces hommes seront désarmés puis escortés jusqu'à Pine Ridge. Bigfoot les assure de ses intentions pacifiques et établit son campement. C'était un homme pacifique. Il disait toujours « Pensez aux anciens, aux enfants et aux femmes et ne déclenchez pas les hostilités. » Au matin, après une longue nuit sans sommeil, il se retrouve cerné par les soldats. Les témoins Oquadjou raconteront la suite. Bigfoot malade s'est avancé avec un drapeau de paix au bout d'un bâton. Dewey Beard. Alors que les soldats les mettent en joue, ils déposent toutes leurs armes au pied du drapeau blanc que Bigfoot a planté devant sa tente. Les soldats fouillent tentes et chariots à la recherche des armes, confisquant jusqu'au matériel de cuisine et de couture. Pendant que la tribu se rassemble autour du drapeau blanc, 4 mitrailleuses Hotchkiss sont installées sur les hauteurs dominant le camp. J'ai remarqué qu'ils amenaient des canons et une grande quantité de munitions. Ils nous ont encerclés comme du bétail. Les soldats étaient agités et en me retournant, j'ai vu que les armes étaient en position de tir. Thomas Tibbles, un reporter blanc qui accompagne l'armée, a raconté la suite. Soudain, un coup de feu est parti des rangs de l'armée. Puis 3, 4, suivi immédiatement d'un feu de peloton. On n'entendit plus que le crépitement des armes, puis celui des Hotchkiss. Il y a eu un bruit terrible, et je suis restée un moment comme pétrifiée. Puis j'ai retrouvé mes esprits et j'ai vu presque tous les miens à terre, baignant dans leur sang. Mon père, ma mère, ma grand-mère, mon frère aîné et mon petit frère avaient tous été tués. Il a vu sa mère venir vers lui. Elle était blessée. Dewey, lui a-t-elle dit, ne t'arrête pas, continue. Moi, je vais mourir. Ce fut la dernière fois qu'il vit sa mère. Les femmes qui fuyaient avec leurs bébés tombaient sous les balles, transpercées. Puis, lorsque la plupart furent tués, quelqu'un a crié aux rescapés et aux blessés de s'avancer, qu'il ne leur serait fait aucun mal. Les petits garçons sortirent de leur cachette et immédiatement, des soldats les entourèrent et les massacrèrent. American Horse, Oglala.
Les tirs ont continué pendant 1 heure ou 2, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun signe de vie. Avec le coucher du soleil, le froid devint intolérable. Vers 7 heures du soir, le 7e de cavalerie ramena de Wounded Knee un long convoi de morts et de blessés, soldats et indiens. 49 femmes et enfants blessés avaient été entassés dans quelques vieux chariots. Les femmes et les enfants blessés sont transportés dans l'église de la réserve, où ils gisent, muets, à même le sol, tandis que sur la chaire, une bannière de Noël annonce « Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté ». De ma vie, rien ne m'aura autant affecté, anéanti et hanté que ce que j'ai vu cette nuit-là dans cette église. Une vieille femme, indemne, avait un bébé sur les genoux. Je lui ai tendu un gobelet d'eau et lui ai dit « Donnez-le au petit ». Elle l'a saisi avidement. Comme elle buvait, j'ai vu l'eau rejaillir sanguinolente par un trou dans son cou. Atterré, je suis allé chercher le chirurgien. Il est resté un moment près de la porte, à regarder ces femmes et ces enfants souffrants et agonisants. Leur silence total était oppressant. Et puis, à ma stupéfaction, j'ai vu ce chirurgien, dont je savais qu'il avait fait la guerre de sécession, devenir livide. Je n'avais jamais vu une telle boucherie de femmes et d'enfants, dit-il. C'est insupportable. Thomas Tibbles, reporter. Pendant 3 jours, les corps gelés, dont celui de Bigfoot, restent là où ils sont tombés. Finalement, les soldats creusent une énorme tranchée sur les lieux mêmes du massacre. Alors qu'ils ramassent les corps, ils voient une couverture bouger. Au-dessous, ils découvrent une petite fille, serrée contre le cadavre de sa mère. Dans l'histoire militaire officielle, Wounded Knee marque la dernière bataille des guerres indiennes. Pourtant, la lutte opiniâtre des Indiens pour leur survie, symbolisée par ce bébé s'accrochant à la vie 3 jours durant dans le froid, s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Nous allons donc maintenant revivre ensemble leur histoire, commencée il y a des milliers d'années. Et en premier lieu, nous allons découvrir 3 civilisations stupéfiantes. 3 civilisations qui ont prospéré bien avant l'arrivée des Européens. Les Anasazi, dans le sud-ouest, les Mound Builders du Mississippi et les grands bâtisseurs de pyramides, les Mayas.